Bonjour, je salue tous les participants à ce débat du Cercle des managers de l'immobilier qui est l'avant-dernier de cette année 2023. Alors, je voudrais d'abord me réjouir de son succès puisque nous n'avons pas moins de 450 participants aujourd'hui. Je pense surtout que le thème est très actuel pour beaucoup de professionnels. Bien sûr, ceux qui ont la responsabilité de gérer les biens locatifs de propriétaires bailleurs, mais sans doute aussi ceux qui commercialisent des logements, qu'ils soient neufs ou anciens, à des fins d'exploitation et de location. Et puis globalement, on sait que ce parc locatif aujourd'hui, il a un rôle au-delà de celui qu'il a eu depuis toujours, hein, c'est un pied, une jambe forte de la politique du logement, mais quand il y a un affaiblissement de la cession à la propriété, il y a un report sur ce parc locatif et aujourd'hui, il est plus sollicité qu'il ne l'a jamais été. Alors, on a choisi un thème qui n'est même pas provocateur parce que c'est vraiment ce qu'on ressent lorsqu'on parle avec des professionnels de l'immobilier, avec des propriétaires et avec des locataires qui recherchent avec beaucoup de difficulté un bien. Il y a des peurs sur le parc locatif privé. Et nous allons nous demander, je vous donne tout de suite le ton de cette conférence, comment on peut sauvegarder les portefeuilles. Alors, ça veut dire qu'on s'adresse bien sûr aux professionnels, mais on s'adresse à eux pour que les deux parties prenantes de l'acte locatif soient satisfaits aussi, les propriétaires bailleurs ou les futurs investisseurs et les locataires qui aujourd'hui sont à la peine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce parc locatif plus actif, ce marché plus actif? Bien sûr, il y a derrière toutes les problématiques très actuelles aussi de la transition environnementale. Avec nos experts, on essaiera de ne rien oublier, mais on va être apporteur de solutions. Voilà, on va se demander quels sont les problèmes, on passera rapidement sur le sujet et on va apporter des solutions. Je vous présente nos débatteurs avant le mot d'accueil de notre président, Benjamin Darmouni. Ils vont apparaître dans l'ordre alphabétique, où je vais les citer. Patrick de Certeau est avec nous. Bonjour Patrick. Patrick, tu présides le cabinet Montfort et Bon, et pas seulement d'ailleurs, tu es aussi à la tête d'un deuxième cabinet de plus fraîche date, mais tu as associé ton nom à ce grand cabinet parisien, Montfort et Bon. Tu es aussi engagé dans la vie de l'un de nos grands syndicats, de l'UNIS. Alors, tu gères les revues du groupe administré et notamment le titre phare administré, bien connu de la profession, et qui aide les professionnels dans leur pratique. Et tu es trésorier de l'UNIS, voilà, on le dit, ça n'a aucun intérêt, avec aucun lien avec le débat, mais comme ça, on aurait été complet. Merci d'être avec nous, en tout cas. Merci, Henri. Et au coin du feu. Enfin, je pense que c'est une image, mais en tout cas, tu as un fond qui est chaleureux. Arnaud Accard est avec nous. Arnaud, tu es le président fondateur d'Imo Direct, un acteur devenu très vite significatif de la gestion locative, mais tu vas nous présenter ta société, elle est encore récente. Tu es pour le reste un serial entrepreneur. Alors, je ne dis pas grand-chose de nos débatteurs, à l'exception de ce qui compte pour le débat. Je vous renvoie au site du Cercle, il y a des biographies complètes et vous saurez tout sur nos invités. Avidan Koubi, on le retrouve, il avait été avec nous il y a déjà de nombreux mois. Il est le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Monga, qui est un partenaire des professionnels de la gestion, mais il présentera aussi son entreprise. Et enfin, Lydie Rodriguez, elle est une figure de l'administration de biens et son entreprise est toulousaine. On l'entendra d'ailleurs, parce que sa voix le trahit, comme la mienne trahit mon origine. Elle est la présidente du groupe Eliade qu'elle a fondé il y a une petite vingtaine d'années. Voilà, on va vers les 20 ans de l'entreprise après une grande expérience immobilière et la direction d'un groupe que nous connaissons tous, le groupe Monnaie de Croix, aujourd'hui dans le giron du Crédit Agricole. Voilà. Je donne la parole pour un mot d'accueil à Benjamin Darmouni et on entre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver
pour ce sujet qui nous préoccupe tous, le marché des investisseurs, où nous en sommes. Alors, si on dresse un bilan très rapide, les obligations résultantes de la rénovation énergétique avec un calendrier intenable, un grand nombre d'appartements avec des lettres G qui seront bientôt plus louables, un encadrement des loyers de plus en plus dans plus en plus de villes, et notamment à Paris où on y est maintenant habitué, des augmentations de taxes. Je vais parler de Paris que je connais bien, 52% cette année. Voilà un peu le bilan. Le résultat, une attrition du marché de la location, une demande qui augmente de façon exponentielle, une offre qui est extrêmement faible, on ne peut plus répondre à la demande. On a une demande des professionnels qui est le statut du bailleur privé pour lui donner une vraie identité, une manière de pouvoir gérer réellement sur le moyen et le long terme son patrimoine, parce qu'à date, je vous rappelle que tous les ans, avec la loi de finances, on attend de savoir comment le bailleur privé va être traité. Voilà un peu ma question pour ce soir, c'est de savoir effectivement comment on va réussir à pouvoir apporter des solutions aux professionnels de l'immobilier qui se posent de nombreuses questions dans cette période morose. Merci Benjamin. Patrick de Certeau, alors on va parler de plusieurs marchés, c'est l'intérêt d'avoir la dirigeante d'un groupe dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, en particulier en Occitanie. Arnaud, on en parlera, intervient largement sur la France, et tu es, toi, un administrateur de biens parisien, francilien. Bon, vos visions seront complémentaires, il peut y avoir des différences. Aujourd'hui, pour être très concret, puisque j'ai dit on va poser des problèmes pour très vite apporter des solutions. Tu as un portefeuille de gestion locative, tu as donc des propriétaires bailleurs, j'imagine qu'ils sont largement représentatifs dans le diffus, comme on dit, hein, propriétaires d'un ou deux ou trois logements. Quelle est leur préoccupation majeure? Est-ce qu'effectivement, on parle de désinvestissement? Est-ce que ce sont des envies aujourd'hui, des prurites, des agacements, mais il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de cession de biens, en tout cas en quantité anormale, ou est-ce que tu as mené à retenir des bailleurs qui voudraient quitter l'exploitation locative aujourd'hui? Voilà, donc un diagnostic rapide et ensuite on entrera dans les solutions. Oui, alors merci Henri de me donner la parole. Donc en fait, c'est vrai que pour les propriétaires bailleurs pour lesquels on gère les biens, on a plusieurs gammes, si tu veux. On a ceux qui sont des investisseurs qui ont beaucoup de biens et qui sont des institutionnels, et certains qui sont des personnes qui ont un ou deux biens et qui comptent sur le loyer et leurs revenus pour compléter leur pension. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui sont dans cette catégorie-là sont quand même très impactés par la situation, dans la mesure où c'est vrai que le marché, enfin vous l'avez dit, hein, sur la rénovation énergétique, il y a beaucoup d'obligations qui pèsent sur les bailleurs. Alors je parle du permis de louer, de l'encadrement des loyers, le gel des augmentations des indices liés à l'étiquette énergétique. Tout ça, je pense, les dissuade de la propriété, mais en même temps, ces propriétaires ont besoin de ça parce que c'est un complément de leur retraite. Donc moi, j'ai beaucoup de petits commerçants, tu vois, des gens qui étaient des boulangers qui ont acheté 2-3 biens et qui aujourd'hui comptent sur ces biens pour avoir un complément de retraite. Donc c'est vrai que c'est difficile, il faut les rassurer parce que malgré tout, les gens restent, je pense, attachés à la propriété. Et je crois que c'est le rôle de l'administrateur de biens de venir les aider, parce que nous, on peut quand même leur apporter beaucoup de choses qui leur permettent de voir l'avenir un peu moins sombre qu'il n'est décrit. Cela dit, pour ceux qui sont propriétaires, ils ont aujourd'hui devant eux un panel de locataires assez large, on va dire, puisque l'offre est quand même très inférieure à la demande. Du coup, bon, au moins on trouve des locataires, ça c'est sûr, puisque en fait les gens se battent à Paris pour louer des biens. Donc, alors ça veut dire, parce que effectivement, voyons
tout ce qui est à mettre du côté des atouts du parc locatif. En face, on entend d'une colonne qui s'alourdit avec des difficultés. Un marché insuffisamment offreur, c'est le cas à Paris, mais pratiquement sur tous les territoires attractifs aujourd'hui. Donc un choix de locataires, la possibilité aujourd'hui de trouver dans les demandes qui vous sont faites de très bonnes candidatures et de sécuriser la relation locative aujourd'hui. Ah ben oui, aujourd'hui c'est assez. Enfin, en même temps, il y a un savoir-faire, évidemment, puisque c'est à ça que nous servons. Mais c'est vrai que si on sait bien le faire, aujourd'hui c'est assez facile de trouver des locataires de qualité. On peut proposer de la garantie de loyer impayé. On a beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui le propriétaire bailleur chez nous est tout à fait sécurisé. Alors sur cette garantie contre les impayés de loyer, je voudrais qu'on s'attarde un peu, et je poserai la même question évidemment à tes consoeurs et confrères. La question des impayés, où en est-elle? On a des tensions économiques très fortes, l'inflation appauvrit, fragilise, désolvabilise, peu importe le mot, les ménages. Elle fait en théorie courir le risque de niveau d'impayés de loyer, de retard en tout cas de paiement, plus important que d'habitude, avec derrière l'enchaînement sur les charges de copropriété, parce que les propriétaires bailleurs qui attendent eux-mêmes un règlement pourraient être mis en difficulté pour le paiement de leurs charges. Qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce que dans ce contexte anxiogène, tu as le réflexe de faire monter le taux d'équipement? Je ne sais pas où il en est, tu peux nous le dire d'ailleurs, mais de ton portefeuille en garantie contre les impayés. Bon, il y a aussi le produit Visal qu'on connaît bien. En tout cas, c'est cette sécurisation, est-ce qu'elle est plus demandée et est-ce qu'il y a effectivement des difficultés, des impayés aujourd'hui, plus que tu n'en connais d'habitude? Alors, on a quelques stats qui sont assez parlantes sur le niveau d'impayés. Aujourd'hui, on sait que en Île-de-France, les impayés, alors pas forcément qui sont des sinistres, mais c'est des retards, des impayés. Oui. On est passé de 5 à presque 20%. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on a une situation nouvelle sur les impayés. C'est vrai que la facture énergétique des immeubles a explosé. Donc en fait, c'est vrai que là, quand on a la régularisation des charges locatives, puisque en fait le bailleur paye plus de charges, donc il faut aller évidemment les rechercher vers les locataires. C'est ça notre job aussi. Et du coup, forcément, on s'aperçoit que c'est une difficulté parce qu'il y a le loyer qui est évidemment en hausse, le pouvoir d'achat principal, on va dire. Oui, voilà, le pouvoir des Français qui baisse, évidemment, compte tenu de l'inflation. Et parallèlement à ça, une facture énergétique supérieure, et du coup, évidemment, ça fait monter les impayés. Donc là, pour répondre à ta question sur le cabinet Montfort et Bon, on a équipé depuis assez longtemps les propriétaires sur la garantie de loyer impayé. Je crois qu'on a un taux de couverture de presque 60%. Oui, donc très en fait, les gens sont assez confortables chez nous. Donc c'est une garantie en plus on a des outils qui nous permettent de bien limiter la sinistralité de notre portefeuille, ce qui fait que du coup, on a des taux qui sont assez confortables. Et comme c'est déductible des revenus fonciers, je dirais que c'est assez léger pour le propriétaire bailleur. Il est sûr de toucher son loyer, ça lui coûte un peu, mais défiscalise en même temps. Du coup, je crois que c'est vraiment une bonne solution. D'accord. Sur la question économique toujours, Paris fait partie des villes dans lesquelles il a enregistré des augmentations records de taxes foncières. Bon. Oui. On rappellera, c'est inutile devant ce public, mais la taxe foncière est supportée par le propriétaire, qu'il soit bailleur ou pas. C'est une augmentation à Paris de 63%, voilà, pour ceux qui ne sont pas parisiens et qui nous écoutent. Comment est accueillie cette taxe? Est-ce que, bon, il y a une information, on sait très bien, les collectivités ont d'une manière assez large augmenter leur taxe foncière, ne disposant plus notamment de la taxe d'habitation. Voilà, on sait qu'il y a ce phénomène-là. Quel est l'accueil des propriétaires bailleurs, sachant que ça vient en effet peser sur le rendement locatif, quoi qu'il en soit? Oui, ça rogne un peu plus leur pouvoir d'achat, parce qu'on parle toujours du pouvoir d'achat des locataires, mais enfin, il faudrait aussi évoquer le pouvoir d'achat des propriétaires bailleurs. Parce que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'entre la fiscalité dont tu parles, qui a augmenté, ça rogne sur la qualité, évidemment, enfin sur le rendement, donc c'est un vrai sujet.
Et en face de cette augmentation, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, Paris, bon, tout le monde décrit un peu ce qui se passe à Paris, mais on a augmenté de 52% pour une prestation supplémentaire. C'est-à-dire qu'on D'accord. paye juste une mauvaise gestion de la ville. Enfin, c'est ce qu'on analyse nous. Et aujourd'hui, payer plus pour avoir plus, ben, peut-être c'est une solution, mais payer plus pour rien, c'est une difficulté. D'accord. Bon, donc ça vient peser sur le rendement locatif. Alors, on sait que Et le en pouvoir dépit. d'achat du bailleur, hein, j'insiste bien, parce qu'en fait, le bailleur, il a besoin aussi de son pouvoir d'achat, parce que lui, ça fait partie de ce qu'il a à dépenser derrière. Hein. Bon, je ne te parle pas de niveau des loyers, puisque on est à Paris sous le coup de l'encadrement, donc de toute façon, il y a effectivement cette limite, et les tensions de marché ne peuvent pas conduire à des augmentations de loyers considérables. En tout cas, il faut rester, on est d'accord, dans les plus 20% au-delà du loyer médian, ou dans les moins 30%. Ah oui, On bah a des ça, on est contraintes. très vigilant là-dessus, même si tout est fait de manière un peu, pas toujours dans les clous, alors surtout pour les particuliers, mais nous, les professionnels, on applique de manière assez stricte la réglementation à ce niveau-là, oui, bien sûr. Dernière chose, sur les contraintes liées à la loi climat résilience, donc le fameux calendrier d'interdiction de louer, il a déjà commencé, hein, depuis le 1er janvier, les pires passoires énergétiques sont interdites à la relocation. On rappellera que c'est la relocation. Et puis on arrive ensuite sur des échéances qui ne sont pas lointaines, hein, 2025 et Oui, la plus oui, bah, proche. ça vient très vite, oui, oui. Qu'as-tu fait sur ce sujet-là? Bon, il y a une prise de conscience, une très large information des propriétaires bailleurs, ils savent ce qu'il en est. Vous les avez informés, les travaux qu'ils sont censés engager, comment réagissent-ils à cette obligation? Ils sont en copropriété, pour j'imagine la plupart, hein, dans ton portefeuille. Comment tu traites ce sujet-là, cette inquiétude-là, et quelles solutions peux-tu ou ne peux-tu pas leur apporter? On a commencé par former un peu notre personnel aussi, enfin nos collaborateurs, parce qu'en fait, c'est vrai que pour en parler, enfin moi j'ai une équipe assez importante, donc en fait on a commencé par former nos collaborateurs à ces sujets qui sont quand même un peu compliqués. Et derrière, on essaie d'apporter, oui, je dirais au cas par cas pour chaque bailleur, parce qu'il y a beaucoup de, enfin tu parles de prise de conscience, mais elle n'est pas encore tout à fait là. On a compris que la transition énergétique, c'était pas une option, mais une obligation. Je crois que maintenant, les gens en ont bien conscience. Souvent, ils pensent que tout peut passer par la copropriété, mais on sait que la solution par la copropriété est quand même assez difficile. Enfin, difficile, en tout cas, elle est longue dans le temps, ça c'est sûr. Alors, on a beaucoup misé aussi sur les travaux intérieurs, parce qu'il y a des choses qui, en effet, peuvent être faites de l'intérieur. Donc, on a travaillé beaucoup avec des entreprises qui sont qualifiées, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés, des diagnostiqueurs aussi qui nous disent comment on peut résoudre un certain nombre de problèmes pour parvenir à améliorer la note des appartements qu'on met à la location. Alors c'est vrai que, bon, le DP, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'est dommage que le gouvernement n'ait pas, puisque maintenant on a une interdiction de louer, je pense qu'il aurait fallu quand même améliorer la façon enfin la notation qui pose vraiment problème, surtout sur les petites surfaces à Paris, puisqu'en fait on a constaté que quels que soient les travaux qu'on pouvait faire dans des petites surfaces à Paris, on avait du mal à sortir de la lettre G, ce qui n'est pas logique, parce qu'on a des appartements qui sont tout refaits à neuf, et là quand on fait ça pour un bailleur, on lui fait investir à un certain prix et que finalement la note ne bouge pas, c'est exaspérant. Alors, tu as raison d'en parler, il fallait qu'on en prenne le temps, je le dis aussi pour les débatteurs suivants. Le chantier aujourd'hui est ouvert, hein. Je peux en tout cas attester qu'il y a un groupe de travail du Conseil national de l'habitat qui propose des choses. Il ne faut pas imaginer que les choses ne bougeront pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas de raison. Et il faut dire en tout cas qu'il y a des faiblesses, en effet, dans le dispositif aujourd'hui. Est-ce que tu as des inquiétudes absolues sur une partie de ton portefeuille qui ne pourra vraiment pas être corrigé dans les proportions nécessaires pour continuer à être loué? Oui, alors en fait, on a une inquiétude sur quoi? Sur les logements G, qu'on n'arrivera pas à sortir forcément de la lettre. On sait que nous, en tant que professionnels, on va appliquer la loi, tu nous connais. Enfin, à l'UNIS, je crois qu'on est tous des professionnels avertis et du coup, nous, on va respecter la loi. Donc, si on ne peut pas mettre un bien sur le marché, si on ne peut pas le louer, on ne va pas le louer. Donc, on pense quand même que certains bailleurs sortiront de ce dispositif. Alors, peut-être pour aller sur du Airbnb ou d'autres dispositifs, mais peut-être aussi
pour le louer sans tenir compte de la réglementation en vigueur, parce que nous sommes beaucoup contrôlés, mais en particulier très peu. Donc en fait, voilà, on pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bon sens. Parfait. Je souligne que quand tu dis qu'à l'UNIS vous respectez la loi, ça ne veut pas dire qu'à la FNAIM, Non, vous bien sûr, voilà, non, mais que je les salue bien cordialement, pas bien d'ambiguïté sur ton entendu. propos. Je Voilà, disais bon. les professionnels, mais je soulignais mon Il est normal, appartenance. Stéphanie, que tu dises la qualité de ton enseigne syndicale. Voilà. Bon. À la FNAIM, on respecte aussi. Lydie, Oui, non, mais bien à sûr. toi, si je ne l'avais pas dit, je pense que tu l'aurais dit sur la FNAIM, parce que je n'ai pas dit, mais c'est dans ta biographie que tu as aussi un engagement syndical. Tu es aujourd'hui administratrice de la Chambre de Haute-Garonne, siège de ton groupe. Alors, on trouvera là aussi dans la biographie les descriptions de ton groupe, mais tu peux en dire deux mots, hein, si tu le veux bien. C'est une entreprise indépendante aujourd'hui en Occitanie, mais tu peux nous la décrire. Et puis ensuite, quelle spécificité de ce marché toulousain traditionnellement, c'est une ville d'une très grande activité immobilière. C'est la ville, je crois, dont le solde net démographique est le plus élevé en France. Il y a des besoins, notamment locatifs, très, très importants. Où en êtes-vous? Et qu'est-ce que tu perçois, toi, de tes bailleurs, au-delà de ce que tu as entendu, et pour ne pas se répéter, pour compléter ou nuancer le propos? Oui, alors nous, on a une spécificité, c'est qu'on est spécialisé dans l'immobilier neuf. Notre siège est à Toulouse, mais on officie partout en France. Et on a effectivement quelques produits également en Île-de-France, à Lyon, à Bordeaux, Montpellier. Tout ça pour dire qu'en fait, le marché locatif aujourd'hui, il n'est pas juste soit perturbé là où il y a du plafonnement de loyer, il est perturbé dans toutes les villes de France. Nous, déjà, ce qu'on perçoit, c'est que à partir du moment où il y a des inquiétudes sur le marché de l'investissement, déjà, les bailleurs reportent leur investissement. Ça, c'est la première chose en tant que spécialiste du neuf. On le voit. On voit qu'il y a du report. Il n'y a pas du désintérêt pour l'immobilier, mais il y a du report. C'est-à-dire que quand le brouillard va se lever, les investisseurs seront de retour. Et un brouillard qui se lève, ça veut dire qu'effectivement, on a beaucoup plus de visibilité sur à la fois cette réglementation qui bouge beaucoup et je ne dis pas que tous les matins on en découvre une, mais pas loin. Voire on en a manqué une tous les matins parce que c'est tellement dense aujourd'hui. Donc nous, nos bailleurs, en fait, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a une tendance à vouloir amener les porteurs des investissements vers les institutionnels plutôt que de les laisser vers les bailleurs privés. Mais pour moi, la problématique, ça sera la même. Un institutionnel, lui, va parler de rendement, de marge brute, de marge nette. Un bailleur privé, lui, il va parler de rendement et de rentabilité de son produit. À l'arrivée, ce sont deux mondes qui vont se rencontrer. Le plafonnement des loyers, c'est une vraie problématique parce que qu'on soit un investisseur institutionnel ou privé, lorsqu'on a des investisseurs bailleurs comme à Montpellier où on a le cas, on a des plafonnements de loyers qui ont imposé une baisse de loyer de plus de 150 € à la relocation. Ça veut dire qu'en face, nous avons un bailleur qui va perdre du pouvoir d'achat à hauteur de 150 €. Et ça, c'est une vraie problématique. Sur la rénovation. Une parenthèse, Lydie, Oui. une parenthèse importante, effectivement, tu as rappelé que vous avez la spécialité du neuf. Alors, les logements neufs le sont jusqu'au moment où ils deviennent logements existants. Deviennent, exactement. On va y revenir, on parlera de la transition, des sorties de contrats fiscaux. Simplement, aujourd'hui, quand quelqu'un entre, ça va se terminer, mais avec un régime Pinel, par exemple, et avant, ça portait d'autres noms. Il est de toute façon sous contrainte de niveau de loyer. Ce sont en fait des logements intermédiaires. Oui. Exactement, donc ce sont quand même des logements qui répondent aux besoins sociaux et de logements sociaux parce qu'ils sont plafonnés. Mais pour autant, le plafonnement de loyer dans des villes dynamiques ramène du loyer en dessous du plafond Pinel. Et ces investisseurs qui arrivent au terme du 9 ans, donc aujourd'hui c'est du Pinel, mais hier on avait tous les systèmes que nous connaissons tous. La question effectivement qui se pose pour eux, c'est quel est le niveau de travaux que je dois apporter pour continuer à avoir du revenu locatif et un résultat positif. Et donc certains se voient mettre leurs biens sur le marché de la revente
Tout simplement parce que ça tombe dans une logique patrimoniale, pas forcément dans la logique de la rénovation, comme vous le disiez tout à l'heure, Patrick, où à Paris, il y a beaucoup de logements G. Nous, dans notre portefeuille, on n'a quand même pas de ces logements en catégorie G. On a l'horloge tourne, mais pas à la même vitesse, je dirais. Donc, on a un petit peu plus de temps. Mais quand bien même, dès lors qu'il s'agit de faire des travaux dans un logement, notre bailleur, lui, il va aller chercher à nouveau du rendement, même s'il va faire du déficit foncier dans son logement. Ça reste quand même un patrimoine qui est géré. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les institutionnels, qui est géré avec une logique de rendement. Et moi, je vois effectivement l'ensemble de ces contraintes comme un empêcheur d'investir et un empêcheur de construire les logements dont on a besoin pour loger. Vous parliez tout à l'heure du nombre de locataires. Effectivement, il y a énormément d'appelés et peu d'élus. Je ferai le parallèle avec les permis en mairie. C'est la soutenance. Beaucoup d'appelés en mairie dit dépôt de PC pour parfois un seul retenu. Et vous devez avoir les mêmes retours que nous. Les locataires aujourd'hui s'agacent du parcours du combattant qu'ils ont à mener pour trouver un logement. Alors, c'est un signe fort pour les investisseurs parce que c'est un signe de fort dynamisme. Oui, bien sûr. C'est important de retenir, parce que les investisseurs, lorsqu'ils vont arriver sur ce marché, eh bien, c'est génial, il y a de la demande, mais c'est aussi un signe qui est inquiétant. Parce que dans attrition, on parle d'usure de nos portefeuilles locatifs. Il n'y a pas la rotation naturelle dont on a tous besoin. Parce que les foyers, qu'est-ce qui se passe? Un foyer, ça évolue. Un foyer, c'est une personne, puis deux, une famille, des divorces. Donc, les foyers évoluent. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que si les bailleurs privés ne peuvent plus aller sur ce marché parce qu'ils ont peur de ces contraintes réglementaires qui s'additionnent, il ne faut pas un seul instant imaginer que les institutionnels, ça va les arranger et que, je le vois, puisque je ne sais plus qui faisait travailler aussi pour des institutionnels, eh bien, ils ont une vue purement financière. Donc, l'usure, c'est la même pour tout le monde. Et je crois qu'au contraire, il ne faut pas opposer les modèles. Il faut que les modèles s'unissent pour que les modèles puissent ensemble apporter des solutions de logement dont on a tous besoin. Sur les fins de contrat fiscal, alors, bon, ton expérience fait que nécessairement tu as dû en gérer. Oui, aujourd'hui, voilà, exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui ont investi dans le neuf avec un contrat fiscal, qui était intéressant, sinon avantageux, se disent plus qu'avant? Alors, tu parlais de logique patrimoniale, donc c'est une logique qui vaut en permanence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des anxiétés particulières? Est-ce qu'il faut déployer des arguments nouveaux pour qu'ils restent dans ce logement? Alors, sûrement en basculant sur notre statut fiscal, puisque à un moment donné, ils ont épuisé leurs droits, si je puis dire, de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Qu'est-ce qui se passe autour de ces sorties? Alors, autour de ces sorties, en fait, non, on ne flèche pas automatiquement, puisque nous faisons tous les métiers de l'immobilier, gestion, transaction, syndic, location. On ne se dit pas que c'est une opportunité pour notre cabinet qu'un client mette en vente son logement, bien au contraire. Ce qu'on regarde avant tout, c'est quelle est l'opportunité pour le client. Est-ce qu'il faut qu'il transforme ce logement en loueur meublé? Est-ce qu'il y a le marché pour la location meublée? Est-ce que le dispositif Locavantage se prête? Et parce que Locavantage devient un autre dispositif intéressant qui crée à nouveau des avantages à la fois pour le locataire, c'est encore un dispositif à vocation sociale, mais qui permet aussi aux propriétaires de défiscaliser un petit peu plus ses revenus. On va observer si c'est le moment de revendre, parce que parfois, ces investisseurs, il y a une confusion entre la fin de l'engagement de louer, qui peut être porté jusqu'à 9 ans en fonction de certains systèmes prorogés, et l'urgence de revendre. Donc, nous, notre travail, c'est de se dire, est-ce que c'est opportun pour lui? Est-ce que son reste à rembourser et son montant auquel on va le vendre, eh bien, tous les deux font que l'investisseur aura fait une belle opération, ou faut-il qu'il patiente? Donc, nous, vraiment, notre approche, c'est de se dire, un investisseur, automatiquement, c'est vrai que si je vais le voir et je lui dis, vous êtes arrivé au bout de vos 9 ans, c'est le moment de vendre, il va écouter le conseil parce que nous sommes des sachants. Mais être un sachant, c'est porter un conseil engageant. Et porter un conseil engageant, c'est vraiment regarder l'ensemble des opportunités et des dispositifs à sa disposition et ne pas se précipiter,
sur une transaction. Et effectivement, aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est que des propriétaires veulent mettre à la revente, parfois parce qu'ils ne savent pas que mais c'est pas le moment, ou que attendre ou choisir un autre dispositif, c'est la meilleure des solutions pour eux. Donc, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Sur une question que j'ai posée à ton confrère, alors, sur le portefeuille neuf, ça a une autre réalité, la sécurisation contre les impayés. Quel est le taux de couverture de ton portefeuille? Et aujourd'hui, est-ce que la sinistralité sur les villes, les territoires tués, alors Toulouse par priorité, mais tu en as cité d'autres, accuse des difficultés spécifiques là-dessus? Alors nous, en sécurisation, notre modèle, 100% de nos clients souscrivent des garanties et des garanties de revenus et même de charges impayées d'ailleurs. 100% de notre parc est couvert. Et en taux de recouvrement des loyers, nous avons un taux de recouvrement de 99,17%. Donc c'est précis. On voit l'entreprise qui a des indicateurs, c'est bien. On voit la nana qui a préparé le sujet. 90, alors ça veut dire qu'on n'est pas dans les 0,83, on est dans le sinistre. Mais là, aujourd'hui, ce que je remarque, surtout depuis le mois de juin à septembre, parce que c'est la période des régularisations de charges, ce que nous remarquons, c'est que le bouclier tarifaire n'a pas porté ses effets partout et que nous avons sur certains immeubles, pas tous, bien heureusement, sur certains immeubles, une augmentation de charges. Et là, aujourd'hui, heureusement que nos clients sont protégés aussi contre eux, en fait. On les protège autour du syndicat des copropriétaires avec les charges impayées, parce que ça va être un sujet. Très intéressant. On va y revenir, très intéressant. C'est un produit dont on parle peu, il est plus récent que la sécurisation des impayés de loyer qui date de 1980, je le rappelle, mais on a deux sujets liés, je l'évoquais tout à l'heure, qui confirment en effet que la machine peut s'enrayer au sein des copropriétés. Parfait, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Arnaud Accart. Alors, Arnaud, un petit mot. Je reviens vers toi, Elie, ensuite. Je voudrais que chacun puisse ouvrir ses propres problématiques et on voit qu'elles sont à la fois comparables avec des nuances. Un mot sur ImoDirect, si tu le veux bien. C'est encore une start-up, donc peut-être que tout le monde ne connaît pas ImoDirect. Et puis ensuite, je te poserai des questions spécifiques qui, bien sûr, sont liées à ce que tu viens d'entendre. Ok, parfait. Merci Henri. Bonjour à vous tous. ImoDirect est une agence immobilière nationale, un administrateur de biens. On s'est spécialisé dès le départ en location et en gestion locative. On a été disruptif avec tout de suite une approche 100% digitalisée. Donc, être capable, moi c'était mon objectif de pouvoir louer et gérer des biens sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on couvre 100% des départements. Et avec aussi un marketing un petit peu différent et qui vient de mon histoire, c'est-à-dire que nous, par exemple, la gestion, c'est un forfait, c'est 39,90 €, c'est sans engagement, voilà, parce que moi, je considère que j'ai pas plus de travail pour un loyer à 500 € que pour un loyer à 2000 €. Et effectivement, un plombier qui va faire des travaux dans un logement, il ne demande pas quel est le montant du loyer. Voilà, donc il fait son prix qui correspond à sa prestation. Et moi, ma prestation, une fois de plus, elle est identique, quel que soit le montant du loyer, voire même, souvent, on a plus de travail sur les petits loyers que sur les gros loyers, parce que je reprends l'exemple du plombier, payer une facture de 200 € de plombier, c'est plus simple quand on a un loyer de 2000 que quand on a un loyer de 500. Enfin, tout ça sont des généralités. Voilà, donc ça c'est ImoDirect, on a dépassé les 4000 lots, on a été les chercher un par un sur Internet, ça c'est mon histoire, c'est mon savoir-faire, et on a une quarantaine de collaborateurs, plus pas mal d'indépendants qui bossent pour nous. Une question qui a de l'importance, parce qu'elle est hétérodoxe, elle est surprenante. Tout ce qu'on vient de se dire peut plaider, en tout cas, pour une peur de l'attrition, de la réduction des portefeuilles par des investissements, ou je vais poser ensuite la question d'ailleurs par résiliation de mandat, ce qui n'est pas forcément la même chose.
Toi, aujourd'hui, tu es en phase de conquête. Alors, tu as un modèle économique, on va dire original, hein, un modèle de facturation déjà. Tu es d'un exercice digital, très digitalisé de la profession. Tu gagnes des propriétaires bailleurs, et ces propriétaires bailleurs, enfin, c'est une question, hein, et d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils se détournent d'autres modes de gestion et ils viennent chercher chez toi peut-être une plus grande simplicité, autre chose, ou est-ce qu'ils viennent de l'autogestion? On rappellera que les 2/3 des 7 600 000 logements locatifs en France sont autogérés, hein, c'est-à-dire sans l'intervention des administrateurs de biens que vous représentez. Je vais te répondre, Henri. Je prends juste 5 minutes, tu me l'accordes, pour Bien revenir sûr. tout petit peu dans le passé sur mon histoire, pour expliquer pourquoi je suis arrivé dans ce métier, parce que moi, ça fait pas très longtemps en fait que je suis dans ce métier. Ce sera une façon de répondre, je pense d'ailleurs. Dans les années 2000, avec des amis, on monte une boîte, on rentre en bourse, elle s'appelait Himalaya à l'époque, c'était une web agency, on a levé 40 millions d'euros en 2000, donc autant vous dire qu'aujourd'hui, ça doit en faire 80 millions d'euros. On était monté à 800 personnes. Et en 2001, crack, les prises de commandes divisées par 5. Et là, il fallait nourrir 800, enfin, fallait payer 800 salaires. Donc, autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps. L'histoire, au bout d'1 an et demi, tout a été vendu en partie, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, c'était une des premières startups, hein, des vraies startups, très enrichissant. Mais pourquoi tout ça s'est effondré? C'est parce qu'il n'y avait pas de récurrent. Vous allez voir où je vais en venir. Voilà. Donc ensuite, on se dit bon, on va aller chercher un métier récurrent où il y a beaucoup moins de dépendance économique à un client. C'est-à-dire qu'on perd un client, c'est grave, mais c'est pas dramatique. Et puis aussi moins de dépendance aux collaborateurs. Bon, ça faut moins leur dire, mais c'est important également, je pense, dans les entreprises. Et on a été dans les télécoms. On a monté une boîte qui s'appelle Pritel. On a été les premiers à vendre de la carte SIM sans engagement sur Internet dans les années 2010. Et puis 2012, Free qui arrive. Et là, nous, notre panier moyen, notre facture moyenne, c'était 40 euros. Et en un mois, elle est tombée à 10 euros, divisé par 4. Vous voyez un peu le choc que ça peut mettre dans une société, mais en fait, Pritel a tenu et on l'a vendu dernièrement à Altis avec une belle plus-value. Et pourquoi elle a tenu? Parce que c'était de la récurrence de chiffre d'affaires, parce que Free nous a montré et a montré au marché qu'il y avait un marché énorme pour vendre de la carte SIM directement sur Internet et puis aller dans les boutiques. Donc, j'arrête mes parallèles et je reviens sur la gestion locative. On est dans de la récurrence, on perd un client, c'est grave, mais c'est pas dramatique. On a une dépendance à nos collaborateurs, mais avec un bon système comme on a développé, on l'a moins. Et puis, nous, par contre, on n'a aucune dépendance à un fournisseur comme on pouvait l'avoir dans les télécoms. Et il n'y a personne, si vous voulez, qui peut arriver sur le marché aujourd'hui et qui va dire, moi, je vais prendre les 7 millions de lots comme Free a pu le faire à l'époque dans les télécoms parce qu'on est un métier basé sur de l'humain, des gestionnaires, des collaborateurs, etc. Et quand on fait 100% de croissance, c'est déjà une belle performance. Donc, cette récurrence de chiffre d'affaires, et en plus, moi, pourquoi je suis venu dans ce marché, c'est que je me suis dit, mais en plus, il y a 65% des clients qui font tout seul et en plus ils le font mal. Donc c'est quand même incroyable que toute cette profession n'a pas réussi à aller chercher ces 100% du marché en fait. Hein. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas comment il y a encore des propriétaires qui font tout seul. Moi je leur démontre par A plus B que s'ils passent par Imo Direct, à la fin de l'année, ils ont gagné de l'argent par rapport au fait de l'avoir fait tout seul. Ils font tout et n'importe quoi. Donc on a pour moi un océan de croissance devant nous parce que finalement, oui, ok, on a moins d'investisseurs, etc. Mais le parc, il n'a quand même pas fondu. Les 7 millions et demi, ils sont toujours là. Alors, il y en a moins. Il grossit pas, mais au moins il est là. Mais par contre, 7 millions et demi fois 65%, ça fait un paquet de lots à aller chercher. Voilà. Donc, dès le départ, nous, on s'est dit, on va pas aller chercher que des lots chez nos confrères. Bien évidemment, on va aller chercher des lots chez l'autogestionnaire et on va l'amener, en fait, dans une professionnalisation. Et c'est ce qu'on a réussi à faire parce qu'aujourd'hui, on fait des stats à chaque fois qu'on prend un mandat. Au mois de novembre, je vous donne juste un chiffre, je pense qu'on va signer 200 mandats au mois de novembre. Il y en a plus d'une centaine
qui viennent de l'autogestion. D'accord. Donc moi je pense que le relais de croissance et pourquoi tous les administrateurs de biens doivent se dire je suis quand même assis sur un métier qui tient la route, c'est vraiment pour ces éléments. Vous avez vu, l'informatique, 80 millions d'euros, etc. Il y a tout qui s'écroule en 2 ans. Les télécoms, quelqu'un qui arrive sur le marché et qui vous casse, c'est comme si quelqu'un si on prend une moyenne de 8% chez l'administrateur de biens, arrive aujourd'hui et sur 100% de leur marché, il sort une offre qui était bonne en plus, à 2%. C'est chaud, Eh bien, on a réussi à s'en sortir et donc je pense que des crises, voilà, il y en a eu. Moi, dans l'immobilier, c'est la première que je vois, mais c'est vrai que avec un peu d'agilité, moi, je pense qu'au contraire, toutes ces interdictions, ces contraintes, cette fiscalité qui effectivement est complètement obscure, etc. Tout ça fait qu'on peut décemment aller expliquer aux propriétaires qu'il faut qu'ils arrêtent de faire tout seuls, de le faire mal, de prendre des risques, etc. Le lien avec la transition environnementale est clair. Tu parles de tout ce qui trouble le propriétaire bailleur. Aujourd'hui, en tête, je pense que si on fait une hiérarchie des soucis, celui-là vient en tête, puisque derrière, il y a l'interdiction d'exploiter. Il ne peut pas y avoir plus grave que d'être empêché d'utiliser le bien comme on l'a souhaité. Quelle réponse apportes-tu aujourd'hui à ces propriétaires? Ils ont, on l'a dit, le caractéristique du neuf. Ton portefeuille est dans l'existant, il est dans le diffus existant, il est pas oui, neuf. tout à fait. J'ai de tout en fait. Tu as des biens neufs aussi, mais en tout cas, oui, tu n'as pas sûr, la spécialité, parce qu'on a entendu effectivement que Lydie avec un portefeuille issu du neuf a une problématique particulière. Elle est moins lourde, enfin les horloges ne tournent pas à la même vitesse, ce sont ces mots. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? On a entendu Patrick évoquer, et après toi on va parler travaux, de technique, mais le ministre lui-même a dit, de manière très pragmatique, regardons déjà ce qu'on peut faire sur les parties privatives. Bien sûr, on sait que l'essentiel, ça portera sur l'enveloppe des immeubles, sur les parties communes, mais qu'est-ce que tu sais faire ou qu'est-ce que peut-être tu t'apprêtes à faire? Parce qu'on est en train, tout ça est assez nouveau, apparaissent des startups, on va en écouter une juste après toi, des apporteurs de solutions, tout ça est récent. Alors, on est bien évidemment en pleine réflexion. C'est une opportunité énorme pour notre secteur. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une opportunité. Et puis, elle va durer 10 ans, 20 ans, cette opportunité. Donc, elle est extraordinaire. Voilà, je peux pas vous dévoiler tout aujourd'hui parce que on va sortir une offre qui va déchirer, comme on dit. On a trouvé des bons partenaires et on va effectivement proposer une offre, alors essentiellement tournée vers les bailleurs en autogestion qui aujourd'hui effectivement sont devant un mur qui va se transformer comme l'Everest très rapidement parce que ils vont avoir quoi comme choix? Aller dans le parcours du combattant, d'aller chercher les aides, les entreprises RGE, etc., ou alors de rentrer dans l'illégalité. Mais bon, moi, je fais quand même confiance aux locataires pour, une fois rentrés dans les lieux, faire valoir leurs droits. J'ai fait quelques conciliations en région parisienne sur de l'encadrement des loyers. Waouh, c'est chaud. Donc, les locataires… C'est important ce que tu dis, parce que effectivement… j'ai dit, je ne sais pas si j'étais le premier, mais en tout cas, je n'ai pas caché qu'on pouvait avoir l'inquiétude de voir se former un marché gris. Il y en avait, un marché caché, irrespectueux. Toi, tu dis, et c'est vrai qu'à Paris, ce que tu évoques ne peut pas être nié, on va s'exposer à des sanctions, à des contrôles, et on ne va pas jouer longtemps. C'est ça? Moi, je pense pas qu'on va jouer longtemps. Je pense que les sites, le gouvernement a quand même mis la main sur les sites d'annonces immobilières. Aujourd'hui, on est obligé de mettre quand on est en zone d'encadrement, loyer majoré, etc. Et dans les zones de permis de louer, voilà, régulièrement, il y a des mairies qui appellent. Tiens, vous avez passé une annonce, envoyez-moi le permis de louer. Donc, on sent qu'il y a des robots qui scrutent. Aujourd'hui, bien évidemment, le DPE est obligatoire. Donc, alors, celui qui va vouloir tricher, ça veut dire qu'il va vouloir qu'il triche, c'est-à-dire qu'il loue un bien en mettant j'ai un DPE F alors qu'il est G pour se laisser 3 ans, qui va signer un bail. Alors, on sait qu'il y en a 1 sur 2 qui ne met pas le DPE, mais bon, maintenant, ça rentre quand même dans la tête de tout le monde. Donc, le locataire va demander le DPE, et là, il va falloir qu'il commence à faire un faux
DPE. Donc, si vous voulez, je pense que ça va être compliqué quand même de rentrer dans ce marché gris. Et moi, je pense que c'est effectivement la responsabilité des professionnels de l'immobilier. On a une carte qu'on doit défendre tous les 3 ans et c'est ça qu'il faut mettre en avant et leur amener, bien évidemment, des solutions simples pour rénover leur logement. Et je pense qu'on va être capable de le faire. D'accord, donc très bien, mais voilà, mais tu en as assez dit sur ce que tu présenteras. C'est en décembre que ça sort. Voilà, mais tu te mets, c'est du teasing, tu te mets du côté des apporteurs. Moi, je retiens que, en tout cas, tu considères qu'il y a une opportunité à laquelle tu t'apprêtes à répondre. Voilà, donc tu ne le vis pas comme une théorie, tu vas mettre en pratique des solutions. Non, moi, ma théorie, c'est que tout ce qui complexifie notre marché est une source d'opportunité pour nos honoraires et voire augmenter nos honoraires. Voilà. Merci beaucoup, Avidan. Et ensuite, j'ai des questions qui me conduiront à revenir vers vous trois. Un mot sur Monga. La société gagne en notoriété un peu chaque jour, chaque semaine, mais voilà, je pense qu'elle mérite encore d'être présentée. Quelle intuition a conduit à sa création. Et on comprendra bien ensuite le lien avec notamment ce qui vient d'être dit par Arnaud. Pardonnez-moi. Merci Henri pour ta présentation et de m'avoir invité. Bonjour à tous. Donc, je suis Avidan Koubi, je suis président et cofondateur de Monga. Monga, comme tu l'as présenté, pourrait se définir comme étant une start-up, mais en interne, pour être tout à fait transparent, c'est pas notre façon de présenter déjà auprès de nos collaborateurs et auprès de nos clients notre activité, parce qu'on est d'abord des professionnels de l'immobilier, on est tous issus du sérail immobilier, et c'est vrai qu'on a eu une approche qui est un petit peu différenciante par rapport aux pratiques qui ont cours sur le marché actuel, mais on est d'abord des professionnels de l'immobilier, et je sais en plus de ça que le terme start-up pour notre industrie, c'est toujours non pas péjoratif, mais un petit peu effrayant, et c'est aussi pour cette raison. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est aussi pour cette raison qu'on ne se définit absolument pas comme étant une start-up, mais comme des professionnels de l'immobilier qui ont eu un constat très clair qui est celui de la difficulté pour nos clients qui sont à la fois administrateurs de biens, donc gestionnaires locatifs, syndic, property manager si on parle de professionnels plutôt, et investisseurs en direct. On a évoqué tout à l'heure les institutionnels avec Mme Rodriguez notamment, les family office, les fonds d'investissement, les marchands de biens, les promoteurs, petits ou plus gros, qui globalement, et on va parler surtout du sujet ADB aujourd'hui, ont une charge de travail extrêmement conséquente sur le volet gestion technique, c'est inhérent à la profession et évidemment inévitable, et sur tout type de sujets, que ce soit les sujets du dépannage, dépannage de maintenance, des sujets du quotidien, jusqu'au sujet de seconde œuvre et de gros œuvres. Donc la façon dont on a abordé la question et le constat qu'on a fait lorsqu'on a lancé la structure il y a maintenant 3 ans avec mon associé Kevin Valenzi, que tu connais bien, je passe le bonjour d'ailleurs, c'était de dire que aujourd'hui il y a 3 players, il y a 3 intervenants sur la chaîne de valeur, je les cite, mais vous les connaissez tous, c'est l'occupant, donc locataire, propriétaire occupant, pourquoi pas, qui lorsqu'il a des problématiques liées à la gestion technique, à des travaux, si on veut être un peu plus vulgaire, eh bien, a cette difficulté de trouver parfois le répondant, la réactivité qu'il attendrait normalement, soit de son syndic, soit de son gestionnaire locatif. Donc, ça donne le sentiment que personne ne s'occupe de lui, potentiellement si jamais c'est assez mal géré, et donc la possibilité pour lui d'arrêter de payer son loyer, potentiellement de créer de la vacance, ça veut dire des loyers qui ne rentrent plus, et donc, pour reprendre le wording institutionnel, des cash flows qui diminuent, et une valorisation de l'actif qui vient inévitablement être grévée. Donc ça, c'est le constat de départ. Donc notre idée, ça a été de dire que la place de l'occupant, elle a évidemment une importance capitale dans la valorisation de l'actif et dans le maintien de cette valorisation dans le temps. Ça, c'est le premier point. Derrière, vous avez la charge de travail qui est captée par les professionnels de l'immobilier qui s'occupent de ces questions-là et qui représentent peu ou prou en ADB, en fonction des structures et des process qui sont mis en place au sein de ces structures, entre 50 et 70% de leur charge de travail. Souvent, beaucoup de petites tâches chronophages qui doivent être faites manuellement et qui, mises bout à bout, viennent alourdir très significativement la charge de travail de ces professionnels qui, du coup, font très bien leur métier pour la plupart, mais qui ne peuvent pas avoir le niveau de réactivité attendu par un occupant qui, lorsqu'il a un problème, pense qu'il est tout seul sur Terre et qu'on doit absolument lui répondre
compte dans l'heure, sinon c'est que personne ne s'occupe de lui. Et en bout de chaîne, tu le sais puisqu'on en a discuté à plusieurs reprises, notamment au salon de la copropriété auquel tu nous as très gentiment invités, la difficulté pour nos clients ADB et investisseurs d'identifier les bons partenaires faiseurs de travaux, les bons artisans. Qu'est-ce qu'on appelle les bons artisans chez Monga? C'est ceux qui vont d'abord être constants dans la qualité de service qui va être produite. Très souvent, il y a un engagement fort au départ de la relation et avec le temps, une petite décroissance de cet engagement qui s'installe et qui, in fine, vient paupériser la qualité de service qui est produite. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ceux qui vont être bien sûr rationnels sur les pricing qui vont être proposés. On en parlait tout à l'heure, il y a un contexte inflationniste très fort. Il y a également des écarts de prix à cahier des charges équivalents. Lorsqu'on reçoit des devis, il est même plus étonnant de trouver parfois des multiples de x2, x3 sur le même cahier des charges sans que ça étonne personne. Et donc, c'est aussi ce constat-là qui nous a mené à créer Monga de la façon dont on le déploie aujourd'hui, c'est-à-dire un outil qui est mis à disposition de nos clients, qui se déploie sur 3 interfaces. Une application pour les occupants qui leur permet de générer en instantané une requête et de suivre l'état d'avancement de cette requête en temps réel. Ensuite, un panneau de contrôle pour les professionnels de l'immobilier, complètement interfaçable et interopérable avec les systèmes de gestion utilisés, que ce soit les logiciels métiers qu'on connaît tous, je ne vais pas citer de nom, mais au risque de faire de la pub, mais permet surtout une agrégation de tous les sujets de gestion technique au sein d'une même interface, une visibilité totale à l'échelle du portefeuille, donc la création en simultané du carnet d'entretien qui devient une obligation légale également, du carnet d'entretien digitalisé de ce portefeuille-là, de chacun des lots également, et pour avoir un tracking opérationnel et une visibilité qui est extrêmement forte, la possibilité de retracer l'historique d'une mission depuis la génération de la mission jusqu'à sa résolution, étape par étape. Donc, c'est là, et bien sûr en bout de chaîne, la mise à disposition de notre réseau sélectionné, labellisé, régulièrement audité d'artisans partenaires et de professionnels du BTP, surtout corps d'État, et on a aujourd'hui la chance d'avoir un maillage national qui nous permet à un instant T, en fonction du corps d'État visé, de la zone d'intervention, d'identifier le meilleur partenaire sur notre réseau et de réaliser les travaux et de transmettre bien sûr en amont les devis avec une réactivité qui est la plus immédiate possible. Donc ça, c'est notre constat de départ et tout ça va dans le sens, comme je le disais tout à l'heure, de l'optimisation de la valorisation des actifs par le volet de la gestion technique. D'accord, alors, très clair. Je te laisse être précis parce que, bon, une telle société innovante, on a bien compris que vous aviez cherché à ne négliger aucun maillon de cette chaîne technique. Donc, vous venez articuler vos compétences sur celles du gestionnaire qui va se décharger très largement de la partie technique que vous allez traiter. Sur les préoccupations du moment. Alors, c'est intéressant parce que tu as parlé de travaux en général et pas seulement de transition environnementale, de transition énergétique, mais bien sûr, ils sont concernés. 2-3 questions. Est-ce que tu considères en effet, et c'est à relier au diagnostic de performance énergétique, Patrick, à juste titre, a été critique, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, en tout cas, on les doit à tout locataire, candidat locataire. Comment vous articulez sur ces DPE qui eux-mêmes proposent des scénarios de travaux? Est-ce que tu soutiens avec l'expérience que vous avez qu'on peut apporter, on a entendu d'Arnaud qu'il s'apprêtait à le faire avec un ou plusieurs partenaires, mais est-ce qu'on peut apporter effectivement des solutions et retenir un propriétaire bailleur exaspéré qui va dire moi bon, en 2025 je dois exposer alors je sais pas dans les parties privatives 10 000 € de travaux plus les parties communes quand ce sera voté, je sors du jeu. Qu'est-ce que vous apportez là? Est-ce qu'effectivement vous apportez une arme fatale, quoi, une solution parfaite? Alors, on ne cherche pas à apporter d'armes fatales parce que ça serait assez destructeur, mais des solutions évidemment. Peut-être un petit point de précision avant de répondre un peu plus dans le détail à ta question pour dire que notre proposition de valeur, elle va dans le sens évidemment de l'optimisation de la productivité, comme tu l'as très bien souligné, des équipes, du déchargement sur toutes ces tâches chronophages pour pouvoir in fine se reconcentrer sur les tâches plus créatrices de valeur, la relation avec les bailleurs, potentiellement avec les occupants, mais faire en sorte que toutes ces petites tâches soient éliminées du process et beaucoup plus facilitées. Mais également l'optimisation des coûts travaux. C'est ce que permet notre économie d'échelle aujourd'hui sur le large réseau de partenaires qui compte aujourd'hui un peu plus de 900 structures sous contrat cadre avec Monga partout en France et qui nous permet, à niveau de prestation égale et sur la globalité des travaux à réaliser,
dans le cadre de la rénovation énergétique ou non, d'être en moyenne à niveau de prestation égale entre 10 et 15% moins cher que le marché. Donc il y a non seulement le volet optimisation de la productivité, mais également conservation de la relation avec le bailleur, réduction de l'attrition des mandats, puisque le bailleur a la visibilité sur l'économie qu'il a pu créer d'une année à l'autre sur ses investissements travaux, en passant par Monga. Donc je referme cette parenthèse pour aller directement sur le volet rénovation énergétique dont tu parlais tout à l'heure. Je suis globalement en ligne avec ce qui a été dit tout à l'heure et je le rappelle à titre d'exemple, mais il y a en France aujourd'hui 5 millions de passoires énergétiques au global. Donc on ne parle pas d'un petit portefeuille et monsieur de Certeau tout à l'heure le soulignait très justement, il y a de très grosses dépenses énergétiques, les factures ont explosé et vous avez plus de 3,5 millions, donc 3,8 millions de ménages qui ont aujourd'hui des difficultés à régler ces factures. Donc chez Monga, on a depuis longtemps pris le problème à bras-le-corps. C'était d'ailleurs dans les tout débuts de la création de la société, le groupe Duval, qui est l'un de nos partenaires de référence, qui est plutôt exposé sur la classe d'actifs tertiaires, mais qui a aussi pas mal de résidentiels dans son portefeuille, et qui nous avait dit, alors qu'ils sont professionnels de l'immobilier depuis maintenant quasiment 3 générations, donc c'est quelque chose qu'ils ont pu regarder dans tous les sens, qu'il y avait une vraie difficulté de compréhension du parcours en fait. Monsieur Accard parlait de parcours de combattant tout à l'heure, je suis assez d'accord avec lui sur la définition, pour identifier sur chacune des verticales qui composent en fait ce périmètre de la transition énergétique, les bons partenaires et permettre en fait cette agrégation servicielle qu'on propose depuis chez Monga à travers l'offre qu'on a créée qui s'appelle Blue et qui est le premier agrégateur serviciel en rénovation énergétique créé à l'initiative du groupe Duval et qui permet en fait d'intégrer tout le parcours. Donc ça commence naturellement par l'audit énergétique si c'est du tertiaire ou le DPE, ensuite la partie subvention et financement. Derrière vous avez une prestation d'AMO environnementale avec l'identification des bons players si c'est du rési RGE, la possibilité de mettre un appel d'offres pour optimiser les coûts, maximiser le niveau de subvention tout en optimisant les coûts pour faire en sorte que le reste à charge pour la copropriété ou en privatif soit le plus faible possible, et derrière ce qu'on appelle le monitoring post-travaux, c'est-à-dire le nouveau DPE pour confirmer l'atteinte de l'étiquette visée. Donc plutôt qu'avoir une multiplicité d'acteurs à aller chercher sur chacun de ces volets-là et à en fait aménager, eh bien les clients utilisateurs Monga ont la possibilité aujourd'hui, et la grande majorité de nos clients administrateurs de biens utilisent Blue, pour pouvoir avoir cet effet centralisateur, agrégateur, et qui permet en fait… C'est clair. C'est clair. Une question sur la qualification RGE. Une question sur la qualification RGE. On sait que la proportion d'entreprises reconnues garantes de l'environnement, donnant accès aux aides, qui sont importantes, on peut toujours les trouver insuffisantes. En tout cas, elles réduisent le reste à charge pour les propriétaires bailleurs. Est-ce qu'effectivement, on arrive aujourd'hui à trouver ces entreprises? Elles ne sont que moins de 10% des entreprises, du nombre total des entreprises en France. Est-ce que toutes celles que vous référencez pour des travaux de transition environnementale sont RGE ou pas? Non. Non, pour une raison qui est simple, c'est qu'on a un portefeuille qui est composé à la fois d'actifs résidentiels, mais également un très gros portefeuille tertiaire. Et le sigle RGE, les qualifications Calibat ISO 9001 sont nécessaires. Absolument. Les subventions sur le rési. Donc, lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux, soit en partie commune, soit en partie privative, dans le cadre d'actifs résidentiels, évidemment, on n'a pas d'autre choix dans tous les cas que de passer par des entreprises RGE si jamais on veut être éligible aux subventions qui sont proposées. Donc, c'est inévitable lorsqu'on travaille sur du résidentiel. Sur le tertiaire, c'est pas le cas. Mais sur le résidentiel, il y a très peu, comparé aux besoins en fait qu'on a d'absorption sur les différentes échéances qui sont déterminées, il y a assez peu finalement de sociétés RGE, beaucoup moins que ce qu'il faudrait. Et en plus de ça, l'obtention du label RGE, c'est assez complexifié avec le temps. Il y a même des sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont perdu leur label RGE pour des problèmes de paperasse finalement, de l'administratif qui a été assez mal géré. Et donc c'est vrai que c'est assez problématique. Il s'avère que chez nous, c'est aussi notre métier et l'un de nos métiers principaux que d'aller sélectionner les bons partenaires faiseurs de travaux. Donc on est moins soumis à ces contraintes de sélection de prestataires puisque c'est quelque chose qu'on fait en interne et qu'on fait bien aujourd'hui. Donc sur notre portefeuille actuel, on a la chance de pouvoir absorber très largement le flux qui nous est proposé à travers Blue sur ces rénovations énergétiques en tertiaire.
Merci beaucoup. Lydie, une question sur la... Alors, ça rejoint, c'est complètement lié à ces travaux. On sait aujourd'hui, ça a été évoqué par Patrick tout à l'heure, mais je voudrais creuser ce sujet-là et pour trouver des solutions aussi, des parades. Le parc locatif meublé de courte durée, alors on dit Airbnb, bon, ce n'est jamais qu'une marque, il y en a d'autres, hein, Britel, bon, qui a son utilité, hein, on va être très clair. Aujourd'hui, il est vraiment montré du doigt. Il y a une proposition de loi pour abaisser l'intérêt fiscal de ces locations. Bon, ce n'est pas le sujet du moment. Effectivement, il a une attractivité. Il y a une forte demande touristique dans ta ville d'origine, dans beaucoup d'autres, à Paris naturellement. On peut être tenté, puisque ne pèse pas sur ce parc d'obligation de rénovation énergétique à ce jour. Hein. Il y a une demande politique, mais aujourd'hui, la situation est celle-là. Il y a vraiment un déséquilibre. Est-ce que tu vois des tentations au moins, parce que c'est le même sujet pour le neuf, hein, on peut même trouver que le neuf est très adapté, voilà, hein, des touristes, ce sont des patrimoines plaisants. Est-ce qu'il y a cette tentation? Est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce qu'il y a des pertes de mandat, je disais tout à l'heure, liées à ça? Ou est-ce que c'est une crainte, en tout cas, que tu as? Non, ça s'exprime clairement, autant sur le neuf que sur la transformation. On voit, nous, des clients investisseurs ou des mandataires ou des propriétaires qui font le choix d'aller sur la courte durée pour toute l'attractivité que ça peut présenter, notamment la rentabilité du modèle. Donc, c'est pas dans toutes les villes, mais on le voit sur Toulouse, je le vois sur Paris, en région Île-de-France, je le vois sur Lyon. Oui, ça sort, c'est un vrai constat, ça sort des biens du marché. Je le vois encore plus sur le marché étudiant, sur la période de rentrée étudiant, parce que souvent le Airbnb, soit on est sur de très grandes surfaces avec de belles surfaces, soit on est sur de la petite surface, et c'est d'ailleurs c'est le premier concurrent des hôteliers français aussi. Ça veut dire que le Airbnb accueille à Toulouse des touristes pour le week-end, accueille à Toulouse un marché à faire. Hein, et ça sort les logements du marché étudiant. Donc oui, et pour nous, pour nos métiers de gestion locative, si on n'est pas prêt à s'y adapter, si on n'est pas prêt à y voir là comme disait Arnaud à Car tout à l'heure, une opportunité. Moi, voilà, nous, on crée nos services de conciergerie. Ça fait depuis 2017 que j'ai des conciergeries intégrées. Et à un moment donné, je pense que lutter n'est pas la bonne solution. Il vaut mieux être un observateur de ce qui fonctionne. Et à un moment donné, si un client me dit, Mme Rodriguez, quoi qu'il se passe, alors je ne vais pas dire quoi qu'il en coûte parce que il faut pas l'utiliser en ce moment, mais quoi qu'il se passe, moi je veux faire du Airbnb, ma solution c'est soit je l'accompagne, soit je le laisse partir. Et je pense que nos métiers, vous voyez, nous, il y a quelques temps maintenant de ça, on a déjà pris une activité supplémentaire qui est une activité de conciergerie, donc depuis 2017 déjà. Hein. Mais parce qu'au bout d'un moment, ces parts de marché, il faut les saisir. Soit on est dans l'attentisme et on se dit, peut-être dommage, mais ça, je ne le faisais pas, cher client, et on sert nos confrères. Soit on se met en capacité, parce qu'après, chacun est dans son marché. Mais moi, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on rentre des logements, la question se pose, je vais avoir de la résidence principale, je vais avoir de la résidence secondaire, de la courte durée, de la location meublée, du LMNP, du para-hôtelier. On a des biens, avant ils étaient fléchés que Pinel, que Accession. Maintenant, non, c'est toutes les destinations. Très intéressant, effectivement, il y a des évolutions de parcs locatifs. Voilà, on a invité des professionnels qui réagissent peut-être différemment hein, de beaucoup d'autres, et ça peut vous inspirer. Ce marché de la location courte est un marché qui peut être professionnalisé. C'est vrai qu'on vit comme une fatalité qu'il échappe aux professionnels, ça n'en est pas une. Hein, voilà, les professionnels peuvent s'en occuper aussi. Vous vous occupez aussi bien de ceux qui vont choisir d'acheter un bien à cette destination-là que ceux qui vont le louer pendant les fameux 120 jours autorisés. C'est ça. Dans les deux cas, vous pouvez intervenir, c'est ça? C'est ça.
C'est ça. Et on s'occupe de la même manière avec un pack meuble, un pack rénovation. Tout à l'heure, Avidan voilà, expliquait tout le bon sens de sa plateforme, effectivement, parce que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir le vrai prix, l'artisan en capacité d'intervenir, parce que parfois il y a des villes qui sont complètement désertées par les artisans et les clients, même nous, professionnels, les bailleurs, mais sont démunis. Et donc notre concept, c'est de se dire, eh bien, c'est un concept à tiroir. Hein. Si on veut conserver les bailleurs, le marché il est devant nous, à nous de créer les tiroirs et les rayonnages pour qu'on puisse le servir. La location meublée, toute destination confondue, eh bien, je pense que c'est comme dans un grand supermarché. C'est un rayon qu'on peut ouvrir chacun, avec la volonté ou pas, hein, parce qu'après c'est une question de volume, évidemment. On ne va pas faire du Airbnb pour faire, enfin, chacun voit ses entreprises, mais pour faire 10 logements. Parce que la conciergerie, ça prend du temps. Hein. Ça prend énormément de temps. C'est un vrai nouveau métier. Et donc, voilà, on fait des packs meubles et chacun choisit dans la catégorie du pack meuble quelle est la qualité du mobilier qu'il veut mettre. Parce qu'il y a une vraie notion de prix derrière. Et dans la qualité, ça veut dire la durabilité du mobilier qu'il va choisir. C'est une transformation, on parlait de fin de contrat fiscal, c'est un basculement assez naturel que de passer en loueur en meublé et oui. Éventuellement sur des courtes durées? Oui. De plus en enfin, c'est pas naturel, ce n'est pas naturel, mais de plus en plus, déjà parce qu'on a formé nos équipes, déjà parce qu'on s'est approprié ce marché-là, donc ça ne devient naturel qu'à partir du moment où les automatismes sont acquis. Donc, effectivement, à partir du moment où nos équipes ont acquis les automatismes, c'est tellement plus simple après d'accompagner à la fois les investisseurs que notre commercialisation. C'est beaucoup plus simple pour tous de monter en compétence. En fait, le chemin le plus dur, c'est d'accepter la montée en compétence. Le deuxième chemin, c'est de déployer ensuite au sein de nos organisations. Merci beaucoup. Dernière question, tant que tu es face à moi, après Jeannie pour tes confrères. Sur la question des entreprises, avec la vision que tu as, la ville phare, mais aussi le reste du territoire, des difficultés à les trouver, des difficultés aujourd'hui à pouvoir satisfaire un bailleur. Alors, sachant qu'on ne l'a pas dit, on est devant des professionnels, si les travaux ne sont pas faits en temps et heure, la vacance technique, hein, comme on dit, entre deux locataires, évidemment, est un manque à gagner. Donc, il faut que tout ça soit bien réglé. Avec plusieurs entreprises importantes que tu as, est-ce que vous rencontrez quand même une difficulté? Et notamment, est-ce que les RGE, vous en avez en nombre suffisant dans les villes où tu interviens? Non, il n'y en a pas un nombre suffisant, clairement. Il y a des villes où c'est très, très difficile d'en trouver. Et il y a des villes où, effectivement, proposer 3 devis à un investisseur, c'est pas toujours très simple. Et tout à l'heure, Avidan disait, sans que personne ne s'en offusque, et on s'en offusque. Quand on voit du simple au triple, on se dit, tiens, il y en a, ils ont été le chercher à pied, le matériel. Ouais. Et là, tu parles spécialement d'entreprises portant ce label? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Non. Celles qui ont le label, déjà celles qui ont le label RGE, c'est beaucoup plus simple par contre, et leur grille de prix est beaucoup plus maîtrisée. Je parle de celles qui ne l'ont pas, parce qu'effectivement, déjà, qui dit label, dit une conformité qu'elle a dû acquérir pour l'obtenir. Et donc un engagement qui est vérifié régulièrement par les organismes qualificatifs. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Une question qui est posée dans le chat, alors je te la pose. Elle concerne évidemment davantage un patrimoine existant et dans une ville comme Paris. Les fameuses petites surfaces, pour lesquelles tu as dit le diagnostic est imparfait, il faudrait l'améliorer. On va faire avec les outils qu'on a aujourd'hui pour nous poser cette question. Les fameuses réductions de superficie, si on intervient sur les parties privatives, hein, c'est une question qui est posée plusieurs fois, mais ça peut permettre en effet d'acheter du temps, en quelque sorte, hein, en termes d'interdiction, de monter d'une lettre, peut-être plus. Est-ce que c'est accepté par les propriétaires bailleurs, le principe de dire on va perdre, alors je ne sais pas combien, tu peux peut-être nous donner des exemples, mais ne serait-ce qu'un mètre carré, hein, ou 1,5 mètre carré sur 15 mètres carrés, ça fait 10%, voilà.
Alors, en fait, Henri, on ne travaille pas que sur ces aspects de mise en place de protection thermique intérieure qui prend évidemment de la surface aussi, qui pose problème quand on a des moulures, et enfin, bon, ça pose pas mal de difficultés. On travaille beaucoup aussi sur tous les aspects aération des logements, parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'on gagne beaucoup en notation, puisque la circulation des flux dans les logements compte beaucoup pour la note énergétique. Donc en fait, oui, les propriétaires l'acceptent parce que malgré tout, on va louer après, quand on aura fait des travaux, des logements quand même un peu plus confortables aussi, donc c'est plus facile à louer. On peut avoir des candidatures de meilleur niveau. Et bon, je crois que en fait, la prise de conscience écologique et de valeur verte, elle est là. Donc, je crois que si on sait parler à nos propriétaires, on peut aboutir. Sur les tentations de vente, il y a un argument que je n'ai pas entendu, en tout cas pas très clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une conscience qu'un logement, même à Paris, ne sera pas vendu le même prix s'il est une passoire énergétique? Alors, on peut dire, je ne veux plus le louer, je m'en défais, mais on ne le fera pas au même prix. Est-ce qu'il y a une conscience aussi de ça? Est-ce que c'est un argument que peuvent proposer les gestionnaires? Oui, bien sûr. Ça, de toute façon, c'est sûr que la note énergétique, aujourd'hui, elle compte dans la valeur intrinsèque du bien. C'est une certitude, hein, bien sûr. Y compris dans la capitale, ce qui n'était pas le cas. Y compris dans la capitale. De toute façon, tu n'es pas sans savoir que les prix dans la capitale sont un peu à la baisse, et que du coup, tous les logements qui ont une note défavorable sont plus exposés que ceux qui ont une bonne note, forcément. Oui, très clairement, donc c'est un argument qu'on peut utiliser. Sur les craintes, tu les as évoquées tout à l'heure, je voudrais qu'on s'y attarde un peu. L'idée a été très claire en disant c'est comme au judo, il faut accompagner le mouvement. La situation de ton cabinet aujourd'hui, si tu pressens qu'un propriétaire bailleur va passer en location meublée de courte durée. Bon. Ce n'est pas l'un de tes métiers. Je l'ignore, je te pose la question. D'accord. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il doit le verbaliser. Il va te dire je reprends le bien, je résilie le mandat parce que je veux passer sur ce mode de location. On voit effectivement ce mouvement. Il est dans ton portefeuille. Il est rare, il est réel, il est significatif. Bon, alors s'ajoute à ça, il y a cette première difficulté, mais il y a une seconde difficulté à Paris, c'est l'organisation des Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui font faire un stand-by peut-être. Enfin, sur certains appartements, c'est ce que je perçois de mes clients. J'ai l'impression que certains vont faire un petit stand-by pour si le bien est libre 2 mois avant les Jeux Olympiques. Il y a plein de gens qui sont tentés par ça, faire une location ponctuelle. Vu les prix qu'on annonce aujourd'hui dans la capitale pour les JO, mais sinon, d'une manière générale, je pense que les gens, s'ils peuvent continuer à louer à des gens bien sur du logement normal, je crois qu'ils sont aussi tentés. Ce qu'il faudrait, c'est qu'une justice fiscale qui soit mise en place pour que on n'ait plus ce genre de discussion, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a demandé au ministre. Je ne sais pas si ça se fera. Bon, le chantier, enfin, on peut rappeler ça, le chantier, le ministre a dit qu'il s'ouvrirait en 2024 pour une application en 2025 d'un nouveau statut. Il dit aussi en privé qu'il essaie de forcer l'allure pour que le chantier s'ouvre dans les premiers mois de 2024 et qu'on gagne un peu de temps. Donc le chantier est ouvert. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas l'utiliser comme un argument. On n'a pas cet outil. On connaît le déficit foncier, on connaît le statut du grand meublé. Enfin, on a une panoplie. Elle est clairement ce qu'elle est. Alors en effet, une précision sur l'attractivité économique de ces locations. On parle à Paris de la probabilité d'un quadruplement ou d'un quintuplement des loyers pratiqués de courte durée, mais avec aussi la menace qui est, je trouve, tout à fait compréhensible d'une réglementation qui pourrait être municipale pour Paris ou les autres communes, avec un maximum de loyers pour éviter les excès et pour le coup faire en sorte qu'il y ait moins d'évasion de bailleurs qui sortiraient de location longue durée. Oui, alors on parle du problème des bailleurs, mais on pourrait soulever le problème des locataires, puisque nous, on les a prévenus qu'en fait, au titre de leur bail, ils ne pouvaient pas concéder de sous-location de leur logement
sans en informer préalablement le bailleur. C'est vrai qu'il y a des vrais sujets avec l'organisation de ces jeux qui sont un vrai enjeu pour nous professionnels. Alors je parle évidemment de la casquette ADB, mais aussi du syndic. Une question, je te la pose effectivement. Alors, elle intéresse les Parisiens ou les Franciliens. Pardon pour les autres. Il y a quelques sites olympiques en dehors de la capitale. C'est cette fameuse impossibilité de mener des travaux. La mairie de Paris vous a déjà invité à des réunions d'information. Un petit mot sur ce sujet parce que c'est très particulier, mais ça va quand même vraiment compliquer la vie du parc locatif privé notamment. Ah oui, je pense que ça va être absolument compliqué, surtout que ça, bon, je ne dis pas que ça manque d'organisation parce que le travail est fait quand même, mais c'est assez flou. Alors je sais que Benjamin est intervenu sur ce sujet au Salon de la copropriété. Peut-être que c'est à lui qu'il faudrait poser la question sur ces aspects qui sont en effet très préoccupants pour tous les professionnels que nous sommes. Parfait, merci beaucoup. Benjamin, si tu veux prendre la balle au bon sur ce sujet-là, puisque tu le connais, tu es sensible. Alors c'est un peu une information à tes confrères franciliens, même si d'autres seront concernés. À partir du 15 mars, plus aucune autorisation ne sera donnée de travaux à Paris. C'est-à-dire que tout dossier déposé, on n'aura pas d'autorisation. À partir du 16 juin, il y a 6 zones à Paris qui ne sont pas encore totalement définies par la mairie de Paris, dans lesquelles aucun travaux ne seront réalisés. Je parle de la pose d'échafaudage, allant même jusqu'à des travaux à l'intérieur des copropriétés. Donc très clairement, à partir du 16 juin jusqu'au 30 octobre, parce que ça met en jeu les Jeux olympiques, mais les Jeux paralympiques aussi. Bien sûr. Donc jusqu'au 30 octobre, il n'y aura pas de travaux pour une question de sécurité des touristes qui viendront pour les JO, mais aussi pour… Il faut savoir que les JO, ça va être 12 millions de personnes qui vont venir à Paris. Sachant que j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y ait que 3,100 000 billets vendus. Donc, ces gens-là, ils vont être dans Paris. Et donc, c'est un risque majeur dont le préfet, assurant la sécurité de Paris, que le préfet doit gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour vous donner juste un exemple, l'inauguration, c'est sur 6 km sur la Seine de chaque côté. On attend plus de 600 000 personnes. Voilà, donc il est très clair que tous les travaux sur cette partie seront prohibés. Et ça concernera, parce qu'on parle de Paris, qui est le site évidemment majeur, mais ça concerne d'autres villes, d'autres grandes villes du pays qui probablement sont sous le coup des mêmes contraintes. Évidemment, maintenant, chaque préfet de chaque ville et chaque maire mettra ses règles. Je pense que Paris c'est la ville la plus restrictive en termes d'autorisation de travaux. Juste un point de détail pour attirer votre attention, parce que le préfet nous a montré des zones. Vous avez une zone bleue, puis une zone rouge à son centre. Il faut comprendre que dans la zone bleue, on n'aura plus le droit, il n'y aura aucun véhicule motorisé. Donc, tout se passera à pied. Et dans la zone rouge, il faudra être invité pour rentrer. Donc, de ce que nous en a dit le préfet, il y aura un logiciel mis en place. Oui, ça doit intéresser Avidan, qui doit peut-être connaître déjà, parce que pour les interventions dans chaque immeuble, ça va être très, très compliqué. Donc, c'est-à-dire que demain matin, quand un professionnel donnera un ordre de service à un plombier pour intervenir dans la zone rouge, il devra saisir ou faire saisir le prénom, le nom, sachant que quand on fait intervenir un plombier et que l'entreprise a 80 personnes, très clairement, on ne sait pas qui intervient le jour J. Absolument. Là, il faudra le savoir. Et sans compter toutes les entreprises qui devront elles-mêmes, qui ont du matériel. Donc, comment vont-ils faire? Ça, on n'a pas encore les informations, mais ça va être… nous, professionnels, le préfet nous a demandé de pouvoir transmettre tous les codes pour rentrer dans tous les immeubles.
Merci beaucoup. Patrick, une question que je pourrais poser aussi à Benjamin, mais il est président, alors je sors du débat, sauf quand on l'invoque, comme ça vient d'être fait. Une question du chat. Pendant ces Jeux Olympiques, on est toujours sur cette période particulière, tentation de locataires de louer eux-mêmes, de sous-louer, en clair, leur logement. Est-ce que ça, c'est une crainte que tu as? Comment on pourra y réagir quand on est administrateur de biens? Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire ce que nous avons fait au sein de notre cabinet, c'est-à-dire qu'on a informé par voie, alors pas postale, mais par mail, tous nos locataires qu'en fait, ils n'avaient pas la possibilité au titre du bail de sous-louer sans autorisation du bailleur, et que de toute façon, le prix du loyer ne peut pas excéder le prix qu'ils payent, sauf à prendre en compte l'intérêt du bailleur, c'est-à-dire de reverser une partie de la sous-location auprès du bailleur. Ça, c'est très important de le dire aux locataires, parce que plein de locataires vont le faire, c'est sûr. Merci beaucoup. Arnaud, une réaction à ce que disait Lydie, on entend très peu cette ouverture-là. C'est vrai qu'on voit beaucoup les administrateurs de biens, les propriétaires bailleurs, considérer qu'il y a un marché abominable, que beaucoup vont trouver attractif, et puis un marché normal, les locations de longue durée, stable. Est-ce que pour une entreprise agile, hein, comme la tienne, l'idée de dire on va intermédier les locations meublées touristiques de courte durée, dans une ville aussi touristique que Paris notamment, mais dans beaucoup d'autres, hein, on a un grand pays touristique, est-ce que c'est une voie pour réagir aussi aux difficultés qu'il faut peser sur le parc locatif, on va dire classique? Alors, je pense que pour une entreprise qui a une croissance, qui n'a pas la croissance que nous on a actuellement, hein, comme je vous l'ai dit, cette année on va signer, je pense, entre 1500 et 2000 mandats. Rajouter une activité comme de la conciergerie, ça serait une bêtise. Voilà. Après, moi je pense que Lydie a eu tout à fait raison et son entreprise est plus ancienne que la mienne, donc plus établie et je pense que effectivement c'est un axe de diversification qui a tout son sens. Hein. Moi j'ai déjà des collaborateurs qui sont venus me voir pour me dire Arnaud, il faut qu'on monte une conciergerie. Donc oui, moi je pense que tout est entre guillemets bon à prendre quand on est sur ce métier de l'administration de biens. En ce qui concerne ImoDirect, c'est à mon avis trop tôt. On vient de lancer la transaction sur notre parc parce que en fait le churn, enfin le départ client qu'on a, c'est quand on s'est aperçu que c'était quand nos propriétaires souhaitaient vendre uniquement. Hein, ils partent pas parce qu'ils sont pas contents. Enfin il y en a toujours un qui va partir parce qu'il est pas content, mais voilà. Et donc on s'est dit qu'il fallait lancer cette activité transaction, mais vraiment que sur notre parc et uniquement en mandat exclusif. Donc ça on l'a lancé, ça démarre bien. Alors forcément avec la difficulté pour vendre les biens actuellement. Mais aller monter une activité de conciergerie, c'est autre chose. Moi, je pense qu'on a eu des clients qui nous ont dit, bah moi, je veux des gens qui ont des biens à Cannes, à Nice, etc. Moi, je veux louer mon bien pendant 9 mois avec des étudiants qui arrivent le 1er septembre, qui partent le fin avril, ou fin juin, et puis juillet, août, etc. Je vais faire du Airbnb. Bon, oui, ok, sur un Excel, ça marche. Mais dans la vraie vie, ça marche pas, quoi. Un étudiant, s'il faut qu'il reste 2 ans, il va rester 2 ans, ou s'il faut qu'il reste 6 mois, il va rester 6 mois, quoi. Donc moi, le bail 9 mois ferme, etc. Enfin, je sais pas, je vais demander à mes confrères, mais moi, j'y ai jamais vraiment cru et je pense que c'est un peu un gros bide, ce truc-là. Et mixer du saisonnier avec du meublé, ça me semble compliqué. Par contre, moi, je suis vraiment pour, au moins pour la rénovation énergétique. C'est quand même lunaire qu'on va interdire un bien parce qu'il est léger à un locataire qui va venir s'installer, mais qu'on peut tout à fait aller le louer à un touriste, quoi. Enfin, ça, je trouve que à la limite, la fiscalité, bon, on peut en parler, mais là, on parle de l'écologie, de la transformation de la planète, etc. Enfin, je vois pas la différence entre du saisonnier et du meublé ou du vide, quoi. Voilà. Alors, sur
une question importante, on s'achemine vers la fin. On parle de meublé touristique de courte durée, je vous ai placé sur ce débat, sur ce terrain. Il y a aussi tout simplement location longue durée meublée. Aujourd'hui, dans ton parc, est-ce qu'il y a les deux? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché-là? Est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il répond à une demande très forte? Ça n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Quelles sont les évolutions là-dessus? Alors nous, on fait effectivement la location nue et la location meublée. Il y avait, je pense, avant le Covid, vraiment une très forte demande de meublé. Elle s'est un peu estompée parce qu'on a eu aussi moins par exemple, il y avait tout un panel un vivier en fait de locataires, de cadres supérieurs qui habitaient le midi, le week-end et puis qui montaient à Paris travailler la semaine. Bon, aujourd'hui, ils montent à Paris une fois tous les 15 jours, donc ils vont à l'hôtel et ils arrêtent de louer un meublé. Donc je pense que tout ça, c'est quand même un marché qui a un petit peu disparu. Je pense qu'il y a eu aussi un revers de médaille sur le meublé avec des rotations de locataires qui étaient trop importants et finalement les rentabilités qu'on pouvait avoir sont impactées par ces rotations de locataires parce qu'à chaque fois, faut payer l'état des lieux. Il y a toujours des dégradations à la charge du propriétaire, même si on essaye d'en mettre un maximum sur le locataire et puis des recherches de locataires. Donc tout ça sont des coûts. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que par contre, et ça rejoint ce que disaient mes confrères, c'est qu'il y a vraiment une durée moyenne des baux, qu'ils soient nus ou meublés, qui s'allonge. C'est-à-dire que les locataires restent en place. Plus de rotation. Parce que de toute façon, ils ne peuvent plus acheter. Et donc, ils ne peuvent plus louer autre chose parce qu'il n'y a rien à louer. Assigné à résidence. Voilà. Lydie, question sur même question qu'Arnaud, location meublée de longue durée. Dans les logements neufs ou récents de ton portefeuille, quelle est la proportion aujourd'hui? De plus en plus. Alors, du coup, c'est pas en conformité avec ce que vient de dire Arnaud. Nous, on a de plus en plus de parcs. Alors, certainement aussi parce que nous avons étendu notre portefeuille étudiant. Et on a, pour nos étudiants, effectivement, nous avons de plus en plus de logements qui rentrent en location meublée étudiant, avec effectivement des durées qui s'allongent, d'occupation. Donc, on n'a pas ce phénomène de courte durée, 9 mois, avec des étudiants qui partent. Bien au contraire, ils restent. On a une rotation de 50%, là où on l'avait aux alentours de 25, une rotation, aux alentours de 30%, là où c'était 50% les années précédentes. C'est-à-dire que l'étudiant, il arrive, il garde son logement jusqu'à la fin de son cursus, sauf accident de parcours où il quitte son cursus, et là on voit un étudiant qui s'en va. Mais le phénomène où l'étudiant quittait son logement au mois de juin pour revenir en septembre en se disant c'est 2 mois d'économie, clairement ça c'est terminé aujourd'hui. Absolument. Ouais, et le marché de la location meublée étudiante, c'est un marché effectivement qui est présent et il en manque, et effectivement c'est un marché qui a de l'avenir. Question qui est posée, la conciergerie est-elle à la mesure, d'évidence ce que tu as décrit séduit les professionnels, mais est-ce que c'est à la mesure des indépendants? Tu ne la proposes pas à des confrères, cette conciergerie? Elle est dédiée à ton groupe? Oui, c'est-à-dire est-ce que je la sous-traite à des concierges? Des concierges peuvent être... Est-ce que des confrères qui n'auraient pas la même surface qu'Eliade, mais qui voudraient disposer d'une conciergerie pour faire de l'intermédiation en location courte durée, pourraient recourir au service de conciergerie oui, pour certains secteurs, oui. D'accord, c'est clair. Et une observation pour le dirigeant de l'UNIS qui est avec nous. Je lis, nous avons demandé à la commission ADB de l'UNIS de proposer un courrier destiné aux locataires pour l'interdiction de sous-louer. Alors, tu as dit que vous aviez proposé des outils déjà, mais pas celui-là? Patrick? Patrick, il faut mettre le micro, sans quoi je ne t'entends pas, et les autres non plus. Excuse-moi. Oui, c'est-à-dire que c'est la commission locative, alors, mais tu parles à Benjamin ou à moi parce que tu je ne sais pas, oui, aux deux. Benjamin, voilà. Oui, on met des... Je lis, c'est une requête, semble-t-il. Tu sais que nous mettons en place toujours des outils pour nos adhérents pour leur permettre de faciliter le métier. Et du coup, c'est dans cet esprit que nous leur proposons un texte qu'ils peuvent envoyer à leurs locataires, oui, pour les avertir de ce qu'il faut faire.
D'accord, alors visiblement… Mais on ne les oblige pas, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des supports qui leur permettent de travailler plus facilement. Surtout pour alors, écoutez, moi, expliquer… avant que Benjamin reprenne la parole, il pourra répondre à cette question-là et puis conclure, comme ça… non, c'est surtout pour expliquer aux locataires ce qu'ils n'ont pas le droit de faire dans le cas présent. Non, mais c'est ça. Dans le cas présent. Mais effectivement… En fait, c'est pas vraiment une interdiction. Il y a un certain nombre de modalités qu'ils doivent respecter. C'est-à-dire que c'est difficile de… Enfin, l'interdiction, normalement, est prévue dans les baux, mais pas toujours. Donc, en fait, il faut… enfin, la plupart du temps. Puis alors, il y a même des nuances, hein, mais… vous ferez tout ce qui est souhaitable pour vos confrères, mais on m'écrit aussi que pour tous les baux conclus après une date pivot, la sous-location impose l'accord du bailleur. Pour les baux antérieurs, la seule limite est l'alignement du sous-loyer. Voilà, donc il faut distinguer… Oui, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il fallait regarder le bail avant de répondre, parce que c'est vrai que c'est… Mais je pense qu'on ne peut pas rentrer dans un débat de fond. En tout cas, appuyez-vous sur vos syndicats, ils vont, sur ce sujet olympique, si je puis dire, vous apporter aussi des outils spécifiques. Je voudrais, en mon nom, et Benjamin le fera directement dans une seconde, vous remercier Lydie Rodriguez, Arnaud Accard, Avidan Koudi, bien sûr Patrick de Certeau. Je trouve que vous avez très bien respecté le cahier des charges. Voilà, vous avez apporté des solutions, de l'enthousiasme, de l'optimisme. On entend beaucoup d'expressions d'abattement sur ce parc locatif. Alors, vous n'avez pas nié qu'il y avait des problèmes, mais je trouve que vous apportez des solutions. Et vous êtes pleinement dans votre rôle de professionnel vis-à-vis de vos propriétaires bailleurs et aussi des locataires. Moi, je vous remercie infiniment. Je rappelle qu'on avait un record de fréquentation et vous l'avez mérité. Donc, en ce qui me concerne, je vous marque ma gratitude. Benjamin, qui va aussi nous donner la future date parce que c'est sa mission. À mon tour, évidemment, je vous remercie. Je sors de la conférence avec une vraie note d'optimisme. En y entrant, j'avais encore quelques doutes et je trouve que vous avez effectivement donné cet élan d'opportunisme pour tous les professionnels de l'immobilier. Et donc, en ça, je vous en remercie. Et je vais annoncer que la prochaine conférence aura lieu le 12 décembre à 18h et on annoncera très prochainement le thème. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Et l'apéritif, chacun chez soi.